l'histoire rocambolesque de la semaine. Insaisissable feuilleton qui a mis en émoi le petit monde de la tech californienne après avoir évincé avec fracas Sam Altman. OpenAI a annoncé finalement ce matin le retour à sa tête de la star de la Silicon Valley, embauché entre-temps par Microsoft. Il avait reçu le soutien de la quasi-totalité de ses salariés qui menaçaient de démissionner. On y revient en images avec Caroline Noyer. Limogé, puis rétabli dans ses fonctions. Ultime rebondissement d'une saga qui agite le monde de la tech depuis 5 jours. OpenAI annonce donc finalement le retour à sa tête de son cofondateur, Sam Altman. Lundi soir, près de 700 des 770 salariés de la start-up californienne avaient menacé de démissionner si Sam Altman ne revenait pas. Réaction immédiate du concerné à sa réintégration. Le PDG de 38 ans se dit impatient de retrouver sa compagnie et de bâtir un partenariat solide avec Microsoft. Microsoft, qui il y a quelques jours annonçait avoir embauché Sam Altman pour prendre la tête d'une nouvelle entité centrée sur la recherche avancée en intelligence artificielle. Le conseil d'administration d'OpenAI sera renouvelé. Il sera désormais composé de Bret Taylor, co-créateur de Google Maps, passé par Twitter, et de Larry Summers, ancien secrétaire au Trésor sous Bill Clinton et ex-conseiller économique de Barack Obama. Sam Altman, qui a fondé OpenAI en 2015, est devenu une figure incontournable de la tech américaine après avoir lancé le robot conversationnel ChatGPT l'an dernier. Il a depuis été reçu par de nombreux chefs d'État comme Joe Biden ou Emmanuel Macron. Voilà, on revient sur ce rebondissement spectaculaire dont beaucoup parlent aujourd'hui avec vous. Julia Siger, bonjour. Bonjour. C'est l'objet du billet science du jour. Première question, que se passe-t-il exactement dans cette affaire ? Alors, il faut dire que les raisons de son éviction sont encore très floues, mais qu'en fond de toile, vous avez vraiment une bataille qui va s'opérer entre deux camps, entre deux visions de comment développer l'intelligence artificielle. Et d'un côté, vous allez avoir en anglais les effectifs altruistes, on va dire, où là, le but, c'est de développer l'intelligence artificielle et la technologie en général, tout en prenant en considération le type d'impact que ça peut avoir et en étant sûr que ça réponde à des questions sociétales. Et en général, ils sont pour la régulation. Et de l'autre côté, vous avez les effectifs accélérationnistes, où là, ça va être le but, c'est d'avoir vraiment des avancées technologiques le plus rapidement possible, quitte à s'adapter au fur et à mesure que les problèmes émergent. Et en général, ils sont effectivement contre la régulation. Alors, c'est pas aussi manichéen, évidemment, que ça. C'est vrai, par exemple, que la régulation a du mal à suivre la cadence technologique. Donc, c'est peut-être une vision un peu plus réaliste. En tout cas, on apprend que Sam Altman aurait pu vouloir faire peut-être un tournant vers une vision un peu plus accélérationniste, ce qui aurait pu créer des divisions au sein des membres du conseil d'administration. Alors, il faut comprendre que toutes les entreprises qui aujourd'hui travaillent dans le secteur de l'IA sont engagées dans une course contre la montre pour développer ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générale, soit l'intelligence artificielle qui nous dépasserait, nous, en tant qu'humains, dans tous les domaines. On n'y est vraiment pas aujourd'hui. D'ailleurs, c'est un abus de langage de parler d'intelligence artificielle. C'est Luc Julia qui dit l'intelligence artificielle n'existe pas. On parle en général de machine learning, de deep learning, c'est-à-dire où des algorithmes vont utiliser beaucoup de données pour se former, mais sans qu'il y ait à proprement parler de l'intelligence. Mais vous comprenez bien le dilemme ici, les entreprises se disent peut-être qu'à vouloir être trop éthiques, ils risquent de perdre le marché. Et le lancement de GPT-4, c'est comme ça qu'on dit, Exactement. Par OpenAI est susceptible d'ouvrir la voie vers l'intelligence générale artificielle. Alors oui, effectivement. Alors ChatGPT 4, on va dire ça en français, mais c'est en tout cas un énorme pas par rapport à son prédécesseur ChatGPT 3.5, parce que là, aujourd'hui, il peut vraiment résoudre des problèmes qui sont complexes par plusieurs étapes. Et aussi parce qu'il a ouvert la voie de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle multimodale. Ça veut dire quoi ? Un peu comme le cerveau, il va pouvoir prendre en considération plusieurs sources de départ, que ce soit du texte, de la voix, du son, des données. Et c'est comme ça qu'avec plusieurs algorithmes, donc multimodal, il va pouvoir résoudre des problèmes complexes. Et justement, cette capacité multimodale, c'est considéré comme la pierre angulaire pour aller vers cette intelligence artificielle générale. Alors, ChatGPT 4 fait partie de la famille qu'on appelle des grands modèles de langage, qui est effectivement extrêmement puissant. Je vous donne un exemple, notamment dans tout ce qui est exécution des tâches professionnelles et académiques. Il a pris par
par exemple, il a passé l'examen du barreau, l'équivalent aux États-Unis, le LSAT, et il a obtenu un score dans le 88e percentile. Ils disent même dans le rapport d'OpenAI, les doigts dans le nez, voilà, pour bien, bien nous expliquer à quel point il est puissant. Alors, ce qui est curieux, par contre, c'est qu'il est assez mauvais en codage et en arithmétique, donc encore des progrès à faire, mais avec les nouvelles itérations qui devraient arriver, ça va être bien mieux. On parle tout le temps d'OpenAI, mais il y a d'autres concurrents, notamment Google avec Palm 2 et Palm I, et Microsoft avec Cosmo 1. Quels sont les grands défis, Julia, de l'IA? Alors, on en parle énormément en ce moment, mais c'est vrai que l'IA est assez imparfaite, notamment avec les biais algorithmiques, c'est-à-dire qu'elle va refléter les biais qui existent dans les données qu'elle utilise pour se former. Elle va refléter aussi les biais qui existent dans les data scientists, les scientifiques de la donnée qui les créent, en fait. Vous avez aussi un manque de transparence qui est énorme et qui est un énorme problème, notamment dans ce qu'on appelle les réseaux de neurones profonds, où là, justement, l'intelligence artificielle va vraiment essayer d'imiter le cerveau humain, c'est-à-dire d'intégrer les informations même dans le même ordre que le ferait le cerveau. Et là, c'est la boîte noire. On ne sait pas exactement comment ces décisions sont prises. On a un problème de sécurité et de confidentialité, surtout quand c'est des données qui ont attrait à la santé, à la sécurité. On a évidemment des problèmes éthiques, parce que je vous l'ai dit, la prise de décision autonome, par exemple, de machines, mais aussi la responsabilité en cas d'erreur, donc des problèmes aussi légaux. Et puis, on n'en parle peut-être pas assez, mais l'impact sur l'emploi, puisque l'automatisation de l'intelligence artificielle va aussi créer des perturbations importantes. Et finalement, et je pense que ça, on n'en parle vraiment jamais, c'est toutes les conséquences inattendues qu'on ne peut pas aujourd'hui anticiper, qu'on va découvrir avec le temps. Alors, je vous dis ça, et en même temps, et je finirai là-dessus, l'intelligence artificielle est en train de créer des avancées extraordinaires dans certains domaines, notamment celui de la santé. Quand vous réfléchissez, par exemple, à ce qu'ils sont en train de faire pour tout ce qui est diagnostic précoce, traitement personnalisé, santé prédictive, ça va permettre de réduire les coûts, ça va permettre de faire en sorte que les patients aient des parcours beaucoup plus courts, ça va permettre de sauver des vies aussi. Donc, je pense qu'avant d'avoir peur que l'intelligence artificielle nous remplace en tant qu'humains, l'intelligence artificielle va commencer par nous assister dans toutes nos tâches au quotidien. Je pense que vous n'êtes pas prête de mettre terme à ce débat et très optimiste. Merci beaucoup, Julia Sigur. C'était le